Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire présenté en partenariat avec la Banque nationale, un précieux partenaire de l'École d'entrepreneurship de Beauce depuis les tout débuts, depuis maintenant 12 ans. Alors, mon nom est Laurie Bélanger et avec plaisir, je serai porte-parole aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Notre thématique, expert dans le ring. Qu'est-ce que ça veut dire, expert dans le ring, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois? Bien, c'est 10 questions et 30 minutes pour y répondre. Alors, ça nous prend vraiment un expert. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle avec un expert de la Banque nationale. On va répondre aux questions du public lors de la période d'échange qui va suivre le webinaire. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire dans le chat, évidemment, les questions que vous avez, puis on va essayer d'y répondre pendant le webinaire. Mais sachez que nos 10 questions viennent de la grande communauté de l'École d'entrepreneurship de Beauce, donc de nos entrepreneurs athlètes ou de nos étudiants, comme on dit dans notre langage. Alors, est-ce que, Julien, tu es prêt? Bonjour, Julien. Oui, je suis prêt. Bonjour, Julien. Julien Cros est notre représentant de la Banque nationale. Julien, merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton rôle à la Banque nationale et de ce que tu fais auprès des entrepreneurs et de ton expertise d'intelligence sur l'intelligence artificielle. Excellent. Ben, merci beaucoup, Laurie, pour l'invitation. Donc, à la banque, je suis responsable de tout le volet industrialisation des capacités en intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les lignes d'affaires de la banque, la gestion du patrimoine, le service aux particuliers, les services commerciaux, quand ils ont des opportunités d'affaires ou des irritants dans l'organisation et qu'ils veulent utiliser les technologies IA pour améliorer leur processus d'affaires, améliorer le service aux clients, par exemple. Donc, mon travail, c'est vraiment de les outiller sur le volet technologique pour rendre l'utilisation de l'IA possible pour la Banque nationale, possible pour avoir un impact qui va, en bout de ligne, avoir un impact positif sur nos clients. Donc, vraiment, en résumé, je m'occupe de tout le volet technologique qui se cache derrière le fonctionnement de l'IA pour une organisation comme la banque. Merci. Puis on va essayer de démystifier tout ça aujourd'hui. Puis tu l'as dit d'entrée de jeu, l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs, c'est parfois une grosse bibite, puis on ne sait pas par où le prendre. On entend le deep learning, le big data, puis beaucoup de gros mots comme ça, mais au final, tu l'as bien dit, puis je pense que c'est ce qu'on va expliquer, c'est que ça a de l'impact sur différents aspects de l'entreprise, que ce soit au niveau de la concurrence, de la prise de décision, etc., etc. Fait qu'on va essayer d'expliquer tout ça aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à commencer? Je suis prêt à commencer, Laurie. Génial. Alors, on débute avec le top 10 des questions qui viennent de nos entrepreneurs. Alors, la première question et évidemment la première question qu'on se pose, ben, c'est quoi l'intelligence artificielle? En quoi ça consiste? En quoi c'est utile pour une entreprise? C'est quoi l'intelligence d'implanter, l'importance d'implanter puis les avantages d'implanter l'intelligence artificielle dans une organisation? 3 minutes pour y répondre. Ça commence en force. C'est une méchante grosse question. C'est une excellente question aussi. À la base, l'intelligence artificielle, je pense que des fois, on a tendance à le rendre plus complexe que ce que c'est réellement. Peut-être parce que le mot intelligence associé à artificielle dessus, mais en gros, l'IA, c'est d'exploiter les données à des fins de prise de décision. Donc, que ce soit en mode service conseil ou en mode vraiment automatisation de la prise de décision. Ça peut servir pour des cas de prédictifs. Par exemple, je voudrais prévoir ma demande de service dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça peut servir à des fins qu'on appelle prescriptives aussi, c'est-à-dire prendre une décision. Dans le cas d'une banque, comme la Banque nationale, quelle serait la bonne décision de crédit à prendre en fonction d'une application d'un client, par exemple. Donc, dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, pensez au commerce en ligne, à des machines sur des chaînes de production, la connaissance de notre client, notre produit, notre processus va souvent passer par des données. Et donc, prendre la bonne décision va souvent passer par l'exploitation de ces données-là et donc, en bout de ligne, par l'IA. Je vais vous donner beaucoup d'exemples de la banque parce que c'est ce que je connais. Je suis un banquier.
À la banque, par exemple, dans le secteur particulier, on a un très, très gros volume de clients. Certains d'entre eux viennent souvent en succursale, donc nos banquiers les connaissent bien. D'autres vont beaucoup plus interagir par nos interfaces digitales. Donc, peut-être que je vais les voir en succursale ou leur parler au téléphone une fois à chaque quelques mois ou même peut-être dans certains cas à chaque quelques années. Donc, je connais ces clients-là surtout au travers des données. Et si je n'utilise pas l'IA, par exemple, pour personnaliser mon service à ces clients-là, je ne vais pas être en mesure de leur offrir un aussi bon service. Donc, l'IA, pour moi, devient très, très, très intéressante, beaucoup dans mon monde de services digital. Alors, tu m'as demandé quels étaient les avantages. Je vais en lister quelques-uns assez rapidement. Des décisions immédiates dans des contextes très complexes où il y a beaucoup de dimensions à prendre en considération. Un volet, excuse-moi, je vais utiliser le terme anglais, scaling, donc mise à l'échelle un peu en français. Par exemple, je peux avoir des engins conversationnels pour parler à mes clients. Je vais avoir un seul engin qui peut avoir 100 000 conversations en parallèle plutôt que d'avoir 100 000 agents pour 100 000 conversations en parallèle. Il y a une certaine adaptabilité par rapport à des solutions logicielles avec des règles fixes. Donc, je vais m'adapter au fur et à mesure de l'évolution de mes données. Puis, une capacité à gérer un volume d'informations qui serait impensable à faire aussi rapidement pour un humain. Donc, pensez à des cas où je vais peut-être faire de l'exploitation de recherche. Pensez à Google, par exemple, un engin de recherche. Bien, traiter des volumes de millions, des millions de pages d'informations, un humain ne serait pas capable de le faire aussi rapidement que Google va pouvoir le faire. Donc, des exemples au jour le jour d'utilisation de l'IA que vous voyez. Netflix, quand il vous recommande votre prochaine série télévisée à regarder, c'est basé sur des décisions IA. Quand vous échangez avec des engins conversationnels, des chatbots et que vous avez des réponses automatisées, c'est aussi un exemple qu'on a aujourd'hui des technologies IA utilisées pour le service. Julien, tu donnes quand même des exemples où, on prend l'exemple de Google ou de Netflix où c'est des très, très grosses organisations qui recueillent beaucoup, beaucoup d'informations. Fait que je fais le pont un peu avec la deuxième question qui nous vient de Richard Boisclair de Abri Tempo, de la cohorte C22 Elite. Il dit par où commencer pour collecter tout le data dont on a besoin pour avoir de l'intelligence artificielle, mais j'oserais même te dire par où commencer quand tu as trop de data déjà. Comment tu fais pour bien l'utiliser? Par où on commence? Moi, je suis certaine qu'il y a plein d'organisations qui ont plein de data déjà, puis qui ne les utilisent pas. C'est clair. Encore une fois, c'est une autre excellente question. Je pense que les 10 qu'on a aujourd'hui sont toutes très fortes. Moi, je vous dirais que la collecte des données, ça commence d'abord et avant tout par la stratégie d'affaires. Puis je ne veux pas sonner plate en vous donnant cette réponse-là parce que j'ai l'impression que c'est une réponse que vous devez entendre assez souvent. Mais en gros, là, si vous commencez votre collecte de données sans stratégie d'affaires, ça va vite commencer à ressembler à un garage. Vous avez acheté une maison en banlieue avec un garage, puis vous planifiez de stationner votre voiture dans le garage. Puis finalement, toutes les affaires que vous avez accumulées au fil du temps se retrouvent à être stockées dans le garage. Vous n'avez plus de place pour votre voiture. Mais vous continuez de payer pour votre garage en stockant tout ce que vous y accumulez, même si vous ne l'utilisez pas souvent. Vos données vont vite finir par ressembler à votre garage. Vous n'allez pas l'utiliser pour la voiture, vous allez continuer d'empiler, d'accumuler plein de choses que vous utilisez presque jamais ou peut-être juste une fois à chaque quelques années. Puis vous payez pour votre garage pendant ce temps-là. Donc, partez de votre stratégie d'affaires. Okay? Un exemple, mettons que vous êtes un fabricant de bottes d'hiver. Okay? Vous allez vouloir, peut-être, mettons, on va partir de 3 exemples pour lesquels vous voudriez peut-être utiliser de l'IA. Vous allez vouloir prédire votre demande pour l'hiver prochain. Vous allez peut-être vouloir automatiser une partie de votre production. Vous allez peut-être vouloir automatiser votre logistique d'expédition et de distribution de vos produits. Fait que, prenons le premier cas. Prédire votre demande, c'est sûr que ça se fait très bien avec l'IA. Ça va se faire mieux que si vous le faites à la main. Fait accumulez vos données de demande client pour être en mesure d'utiliser de l'IA pour faire vos prédictions de demande. Okay? Donc, concentrez-vous sur vos données de demande,
puis exploitez-les avec des algorithmes IA pour prendre en fait, pour vous guider sur les bonnes décisions, par exemple, d'approvisionnement de vos matières premières. Si on regarde le deuxième exemple, automatiser votre production. Aujourd'hui, ça va probablement être beaucoup plus difficile pour une PME d'intégrer de l'IA de façon assez massive dans l'automatisation de la production pour des activités comme de la production de bottes d'hiver. Fait que ça va peut-être être moins prioritaire d'accumuler vos données sur cette dimension-là, au niveau, par exemple, de vos sensors sur vos machines, etc. Donc, un deuxième exemple où l'IA s'applique peut-être un peu moins, fait que moins prioritaire dans votre stratégie. Troisième exemple, l'automatisation de votre logistique d'expédition. Là, vous allez avoir certains éléments comme l'optimisation de vos routes de livraison si vous le faites vous-même, où l'IA va être très, très utile. Puis d'autres dimensions, par exemple au niveau de la gestion des communications pour l'approvisionnement, les décisions d'achat, où vous allez peut-être faire ça avec des humains pour la prise de décision. Puis là, ben, vous n'aurez pas besoin d'accumuler autant les données parce que vous n'aurez pas à les exploiter avec des algos IA. Fait que vraiment, focus sur vos stratégies d'affaires. L'IA n'est pas la solution à tout. Concentrez-vous là où ça fait du sens d'utiliser de l'IA dans votre stratégie. C'est très clair, Julien. Puis en fait, c'est moi je t'ai posé une question, mais j'aurais dû te demander celle qui est à l'écran. Puis tu y as très bien répondu. Comment on fait pour la joindre à nos besoins réels? Je comprends très bien que si tu n'as pas de stratégie d'affaires, ça va être très difficile de la joindre à tes besoins réels. Fait que je voulais juste faire ça. C'était pas la bonne question qui apparaissait pendant que tu répondais, mais ça a très bien répondu. J'ai une autre question, en fait, de Isabelle Courteau qui dit est-ce que c'est bon l'intelligence artificielle? Puis est-ce que ça s'applique à tous les types d'entreprises? Tu l'as quand même, quand même donné des bons exemples, mais peut-être encore plus, effectivement, est-ce que c'est tous les types d'industries qui peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle? All right. Encore une fois, très bonne question ici aussi. C'est dur de répondre à ces questions-là en 3 minutes parce que je pourrais passer pas mal plus de temps là-dessus. L'hiver approche, on est à la fin de l'automne, fait que je vais revenir sur mes analogies avec l'hiver. Après les bottes, je vais vous parler d'un manteau d'hiver. Quand on regarde l'IA, l'IA, ce n'est pas une fin en soi. L'IA, c'est une technologie à utiliser, encore une fois, pour un besoin d'affaires. Quand on dit, est-ce que c'est bon, l'intelligence artificielle? Ben, c'est un peu comme un manteau d'hiver. Un manteau d'hiver, ça va être bien bon quand il fait moins 20 degrés dehors, puis qu'on est au milieu de l'hiver en janvier, en février. L'été, à 30 degrés humide à Montréal, c'est pas mal moins le fun d'en porter un. Fait que c'est vraiment contextuel. Ça va s'appliquer à toutes les industries, oui, mais donc pas nécessairement à toutes les opportunités d'affaires ou à tous les irritants. Ça va être une technologie utile dans certains cas, moins utile dans d'autres cas. Par exemple, ben là, vous travaillez sur des manteaux d'hiver, puis vous cherchez des tissus pour fabriquer vos manteaux d'hiver. Il y a des bonnes chances aujourd'hui que votre spécialiste en approvisionnement de matières premières soit pas mal meilleur à vous trouver les meilleurs tissus qu'une intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'une IA ne peut pas le faire, mais ça va être tellement coûteux et complexe que ça ne fait probablement pas de sens de le mettre en place dans ce cas-ci. Par contre, si je reviens à mon exemple de prédiction de demande, là, l'IA va être très, très, très performante pour faire la prédiction de la demande. Donc, il y aura des cas, encore une fois, dans votre industrie où ça va faire du sens de l'utiliser, puis d'autres où ça en fera moins. Puis, de ce que je connais aujourd'hui, moi, je suis un banquier, j'ai beaucoup de background en bancaire, j'ai travaillé dans le secteur de la santé avant, fait que j'ai beaucoup fait d'industrie de services. Ça s'applique dans toutes les industries de services. Je pense que ça s'applique aussi dans toutes les industries manufacturières, logistiques, etc., aérospatiales. Mais ça va être un sous-ensemble d'opportunités dans chacune des industries où ça va faire du sens. Fait que je reviens un peu à ce que je vous disais dans les questions précédentes. Commencez par confirmer vos stratégies d'affaires, identifier vos irritants majeurs et vos opportunités majeures. Puis après ça, vous allez pouvoir travailler avec des partenaires ou vos experts internes pour déterminer où est-ce que ça va faire du sens d'utiliser de l'IA et comment maximiser vos chances de succès en l'utilisant. Il y a une question dans le chat que je vais me permettre de poser parce que l'exemple que tu donnes d'achat de tissu, par exemple, il y a Nathan Banque qui dit est-ce qu'il y a un seuil de données ou un nombre de transactions ou de clients ou de produits
sais, qui peut être utilisé un peu comme une règle pour déterminer si l'intelligence artificielle peut être bénéfique ou si elle s'applique. Pas vraiment. Vous entendez probablement souvent parler sur le terrain de plus vous avez de données, mieux c'est. Puis c'est vrai jusqu'à un certain point, parce que comme on en parlait précédemment, si vous accumulez trop de données, ça devient comme votre garage, puis vous commencez à avoir de la misère à trouver ce que vous cherchez dans votre garage, en tout cas. Je ne sais pas dans le vôtre, là, mais dans le mien, c'est très certainement le cas. Fait que, il y a des avantages à avoir beaucoup de données sur la performance algorithmique qu'on va aller chercher avec de l'IA. Il y a des désavantages parce que cibler les bonnes données à utiliser dans le modèle va devenir beaucoup plus difficile. Le volume de données que vous avez va beaucoup plus être un indicateur de la technologie sous-jacente qui va être la bonne pour résoudre votre problème, plutôt que de dire, tu sais, mettons, si je n'ai pas 1000 points de données, je ne suis pas capable de faire de l'IA. C'est sûr qu'avec 5 points de données, vous ne pouvez pas en faire, mais déjà avec quelques dizaines de milliers de transactions, vous allez être en mesure d'utiliser de l'IA pour résoudre certains problèmes, saisir certaines opportunités d'affaires. Puis après ça, plus vous grossissez en termes de volume, plus que certaines technologies IA vont être bien adaptées à vos besoins, d'autres vont moins l'être à ce moment-là. Merci, Julien. On a une question de Mathieu Poirier maintenant de Jardin Dion qui dit en commerce de détail, plus spécifiquement, quelle est la meilleure façon de collecter un maximum de données sur nos clients de façon rapide et économique? Est-ce que tu aurais des recommandations? OK. Fait que, premièrement, en commerce de détail, vous allez avoir beaucoup de données qui vont être des données clients. Fait que la première des choses que je ferais, ce serait de m'assurer que ce soit sécuritaire avant même d'être rapide et économique, parce qu'une fuite de données peut être extrêmement dommageable pour la réputation de votre entreprise. Et si vous travaillez avec des gros volumes de données, la sécurité de vos données, la confidentialité de vos données, ça devrait être une haute priorité de votre organisation pour le respect de vos clients, pour maintenir une bonne réputation. Un premier... Excuse-moi, oui. Julien, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Puis en mai dernier, en collaboration avec vous, on a offert un webinaire sur la cybersécurité. Alors, je vous invite vraiment à retourner voir le collègue de Julien qui c'est ça, il démystifie très bien la cybersécurité. Fait que juste pour faire du sport sur ce que tu disais, excuse-moi, je te laisse continuer. Excellent. Excellent commentaire, Laurie. Si vous êtes intéressé à utiliser de l'IA dans le contexte de données clients, assurez-vous d'en apprendre sur la cybersécurité aussi. Ça va être hyper, hyper important. Là, je ne peux pas mettre suffisamment d'emphase sur ce point-là. Une fois que vous avez fait ça, moi, je vous recommande d'éviter le plus possible tout processus où vous allez avoir des données qui vont être saisies manuellement. C'est coûteux, c'est fastidieux à accumuler, ça coûte cher en personne. Le monde qui vont travailler là-dessus dans votre organisation ne vont pas avoir de fun à faire la saisie manuelle, puis ça va finir par être plein d'erreurs parce que les gens qui saisissent les données ne seront pas ceux qui l'utilisent, puis n'auront pas les incitatifs à saisir des données de qualité. Fait que le premier conseil que je peux vous donner, si vous voulez utiliser les données pour de l'IA en commerce de détail, allez-y avec des systèmes qui sont digitalisés au maximum. Des interfaces web, des données clickstream pour suivre l'évolution de vos clients au niveau de vos interfaces web. Ça peut être des senseurs dans vos magasins, dans vos locaux physiques. Ça peut être des stockages automatisés de toutes les transactions qui ont lieu dans vos points de service. Ça peut même être des log machines. Ça commence à être très technologie de l'information comme type de données, mais ça peut être très utile pour de la détection de fraude, pour suivre les volumes de transactions que vous avez au travers de vos différentes succursales, par exemple, points de vente, etc. Je viens des log machines pour ceux qui, le commun des mortels. Fait que des log machines, c'est toute la documentation de ce que vous faites sur vos machines de travail. Donc, chaque fois que vous complétez une transaction dans un système informatique, vous allez avoir ce qu'on appelle des logs, qui sont des documents qui suivent la trace de tout ce qui a été fait dans les systèmes. Ça peut être très intéressant dans des contextes de détection de fraude, par exemple,
parce que ça vous permet de détecter des anomalies dans le comportement transactionnel de certaines applications, de certains utilisateurs. Donc, je m'excuse, Laurie, des formations professionnelles. Je suis un gars de TI, fait que je suis rentré très rapidement dans des termes très TI, mais c'est des informations je veux dire, très désagréables à utiliser pour le commun des mortels parce que c'est très, très, très technique, les points d'information qui sont dedans. Mais ça peut être une mine d'or d'informations quand vous voulez protéger votre commerce contre la fraude, par exemple. Je comprends bien, mais c'est aussi pour ça que j'ai osé te poser la question. Je me dis qu'il y en a sûrement d'autres qui se la posaient. C'est une excellente question à poser. Mais tu es un très bon vulgarisateur. Merci beaucoup, Julien. Surtout, tu donnes des exemples concrets. Je pense que c'est très apprécié des auditeurs. La prochaine question nous vient de Isabelle Courteau de Rousseau Communication qui dit qu'est-ce que ça prend en termes de ressources financières, données collectées, ressources humaines? Comment savoir si mon entreprise est prête pour l'intelligence artificielle? C'est intéressant, tu as déjà parlé un petit peu de ressources humaines là, concernant l'analyse et entrer les données et tout ça. Fait que si tu peux continuer sur cette... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est sûr que l'IA, souvent, c'est un peu plus facile pour les grandes entreprises parce qu'elles ont plus de chances d'avoir des données, elles ont plus de chances d'avoir d'expertise spécialisée. Ceci dit, au Québec, on est un des grands centres de l'IA sur la planète. On est très, très chanceux là-dessus. On a un écosystème de recherche qui est extrêmement fort. On a des centres de recherche qui sont très reconnus mondialement. Puis on a aussi de plus en plus de PME spécialisées en IA qui sont des beaux succès québécois. Puis je pense à des compagnies comme HeroSoft qui utilisent l'IA pour faire du traitement de texte dans l'approvisionnement, dans la gestion des contrats. Des compagnies comme Giro qui vont optimiser les routes de véhicules comme les autobus à Montréal. Des compagnies comme Kitex qui vont travailler dans le texte aussi. Puis c'est toutes des compagnies qui n'ont pas des milliers d'employés. C'est des compagnies entre quelques dizaines d'employés puis quelques centaines d'employés. Fait que c'est possible pour des PME de travailler en intelligence artificielle. Encore une fois, je reviens à la question des priorités d'affaires. Est-ce que ça fait du sens d'y investir du temps et des efforts en fonction de vos priorités d'affaires? Donc, tu sais, si vous êtes une entreprise qui, je ne sais pas moi, fait les mêmes produits de la même façon depuis 50 ans parce que vous êtes très artisanal, mettons, je ne sais pas moi, des chapeaux très, très haut de gamme qui sont faits à la main, ben, ça ne fera peut-être pas beaucoup de sens d'utiliser l'IA, ça ne sera peut-être pas dans votre ADN, puis ça ne sera peut-être pas là que vous allez chercher des avantages compétitifs sur le marché, parce que vous êtes probablement reconnu de par tout l'art que vous amenez dans vos produits, tout le savoir-faire, puis l'expertise très, très avancée de vos experts qui sont directement dans la production. Mais si vous êtes une entreprise qui est très, très affectée par les transformations digitales qu'on voit sur le marché aujourd'hui, puis que vous voulez mettre à profit les nouvelles technologies pour vous démarquer, là, ça peut faire beaucoup de sens de vouloir tester, piloter de l'IA pour voir est-ce que ça va bien rentrer dans l'ADN de votre entreprise, dans vos approches de travail, puis est-ce que ça va avoir un impact sur vos clients, sur vos employés? Est-ce que ça va faire une différence positive dans votre entreprise? C'est une des grosses questions qui est à se poser. Fait que, c'est important de savoir si culturellement vous êtes prêt à vous lancer en IA, mais il faut aussi faire le chemin pour identifier est-ce qu'il y a une opportunité où la technologie va faire du sens pour vous. Si elle va avoir une valeur ajoutée aussi, vraiment, je comprends. Oui, C'est vraiment. très clair. Est-ce qu'il y a des plans de subvention, Julien, qui existent pour implanter de l'intelligence artificielle dans nos entreprises? C'est une question qui vient de Jean-François Champoux de Syrie Saint-Michel. Fait que oui, au Québec et au Canada, nous sommes très chanceux dans l'écosystème. Ça s'adresse tant aux PME qu'aux grandes entreprises comme la mienne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités de support financier et même d'expertise qui existent. Je vais vous en nommer quelques-uns, OK, mais c'est vraiment pas exhaustif. Ce que je vous donne, c'est des exemples. Vous allez avoir un organisme qui s'appelle MITAX, dont la responsabilité, c'est de faciliter le partenariat entre le monde académique et le monde de l'entreprise et qui va vous financer jusqu'à 50 d'un étudiant. Puis là, quand j'ai étudiant, c'est quelqu'un de maîtrise ou de doctorat, fait que c'est quelqu'un qui a un très, très bon background, qui a passé des années à développer son expertise en IA. Puis en gros, sur 4 mois à temps plein de cette personne-là,
ça va vous revenir à quelque chose comme un 8 500 $ à peu près, qui est pour avoir 4 mois d'un expert avec vous qui va travailler, puis le reste est financé par l'organisme, par mi-taxe. Très intéressant. Vous allez avoir des partenaires comme Ivado, l'Institut de valorisation des données, qui vont pouvoir vous accompagner en tant que membre PME pour vous trouver les bonnes personnes dans l'écosystème académique, venir vous supporter pour le développement de vos capacités IA. Vous allez avoir des crédits d'impôt qui sont disponibles sur le volet recherche et développement, qui vont vous permettre, quand vous investissez en innovation, d'aller récupérer une bonne partie de ces investissements-là à la fin de l'année. Vous avez même des accélérateurs d'innovation comme le CRIM, Jacob, Ping, puis il y en a d'autres là, que j'oublie, puis très certainement plusieurs que je ne connais pas du tout, qui, eux, des fois, vont aller vous chercher des leviers de financement de 3 pour 1. Fait que si vous investissez 1 $, il y a 3 $ que ces organismes-là vont aller chercher pour financer votre projet. Puis en plus de ça, ils vont vous donner un accompagnement expert sur le bout en bout de l'idéation jusqu'au développement ou au déploiement de la capacité dans votre processus d'affaires. Puis il y en a plein d'autres, là. Fait qu'en résumé, pour essayer de rentrer dans les 3 minutes, il y a beaucoup d'opportunités. Il y en a beaucoup sur le volet académique. Vous allez avoir des accélérateurs d'innovation qui vont vraiment vous aider jusqu'au déploiement dans votre entreprise. Puis, je pense que ce sont des excellentes opportunités à mettre à profit si vous commencez votre aventure puis que vous êtes vraiment en mode exploration, pilotage, découverte. Et vraiment, là, si vous êtes basé au Québec, au Canada, vous êtes chanceux parce qu'on a un écosystème qui est très riche en subventions puis en accélérateurs. Merci pour ces excellentes pistes et références, Julien. Il y a une question dans le chat, puis c'est en lien avec la question suivante qu'on avait aussi, Denis Breton, qui dit quels sont les pièges à éviter ou les risques quand on utilise l'intelligence artificielle? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques à tout ça? On a parlé un petit peu de cybersécurité, mais il y a plus encore, je suppose. Alors, ça serait intéressant de t'entendre. Oui, sure. Right. Fait que je vais essayer de répondre aux deux en même temps. Je vais faire de mon mieux. Fait que oui, il y a des risques. Réponse simple. Puis, il y a des risques en IA, comme il va y avoir des risques d'affaires qu'ils utilisent avec tous les autres services. Si vous êtes une chaîne de restauration rapide, puis que vous utilisez des champignons dans vos hamburgers, il y a toujours des risques que vous empoisonniez vos clients si vous utilisez les mauvais champignons. Prendre une décision avec l'IA en utilisant les mauvaises données, ben, c'est un peu pareil. Il y a des risques qui viennent avec sur la qualité de vos décisions, la satisfaction de vos clients, l'impact réputationnel. Fait qu'il y a des risques sur la décision en soi. Il y a aussi des risques technologiques, un peu comme les risques qui existent avec toutes les autres technologies. Moi, à la banque, si j'ai un système transactionnel sur lequel vous vous reposez en tant que client quand vous allez faire une transaction dans un magasin, par exemple, ou au dépanneur, vous vous reposez sur la Banque nationale pour vous offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou quand vous passez avec votre carte débit ou crédit dans le magasin puis que vous la tapez, ça va fonctionner. Les systèmes de la banque vont marcher. Si j'utilise de l'IA dans un processus, c'est pareil. Si j'utilise un processus de l'IA dans une décision de crédit, puis que vous attendez à une décision en temps réel, il faut que mon système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que c'est des risques qui ressemblent beaucoup aux autres risques qu'on va voir dans les solutions technologiques qu'on va avoir un peu partout en entreprise, sur le volet digital, entre autres, mais auxquels vont se rajouter certaines dimensions qui sont particulières à l'IA. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus parce que ça peut devenir technique assez vite, mais ça va être, par exemple, la dégradation de la performance des modèles au travers du temps. En IA, j'utilise les données de tout mon historique pour prendre des décisions futures. Puis penser à la COVID, par exemple, en mars 2020, quand la COVID est arrivée, le comportement des clients a complètement changé sur à peu près l'ensemble des entreprises. Il y a des entreprises qui ont eu des grosses augmentations de demande, d'autres qui ont eu des grosses diminutions. Puis, en utilisant des modèles IA à ce moment-là, il y avait des risques que les données sur lesquelles les apprentissages du modèle aient été faits
ne soit plus du tout pertinente avec le nouveau comportement adopté par le client suite à l'arrivée de la pandémie. Donc, vous devez réfléchir à un modèle opérationnel sur comment vous ajuster si des situations comme ça se produisent, comment peut-être repasser un ancien modèle qui est basé sur des règles plutôt que sur un modèle d'intelligence artificielle pour mieux comprendre comment vos décisions sont prises en attendant de faire des validations. Puis évidemment, bien, il y a aussi des risques éthiques au travers d'une prise de décision en IA. Puis je vais vous donner un exemple très rapide là-dessus, puis je vais finir là-dessus. Si je prends des décisions de crédit à la banque, par exemple, puis que j'ai une décision que j'utilise le code postal, par exemple, dans ma décision, bien, en soi, un code postal, ce n'est pas discriminatoire, c'est juste une information de localisation qui n'est même pas très, très, très précise. C'est des milliers de personnes qui habitent souvent dans un code postal donné. Mais si je prends des codes postaux à Westmount ou je prends des codes postaux dans la petite Bourgogne à Montréal, pour ceux qui connaissent bien la ville de Montréal, le profil sociodémographique des deux secteurs, même s'ils sont un à côté de l'autre, sont complètement différents. Fait qu'en utilisant cette donnée-là dans mon algorithme, il y a des risques que je prenne une décision qui est indirectement liée au profil sociodémographique, alors que ce n'est pas ça que j'essaye de faire. J'essaye plutôt de considérer, je ne sais pas, la valeur des propriétés dans les différents secteurs, etc. Et donc, vous devez faire attention en AI sur le type de données que vous prenez et comment est-ce que ces données-là influencent la prise de décision, parce que parfois, ça peut avoir des impacts qui vont beaucoup plus loin que ce que vous penseriez à première vue, et ça peut générer des enjeux éthiques sur la logique réelle de prise de décision qui est en arrière de vos modèles. Donc oui, il y a un volet éthique qui est important à réfléchir, puis qui est beaucoup plus large là, que l'exemple que je vous donne là. J'utilise celui-là parce que je pense qu'il est un peu plus concret là, à comprendre que d'autres situations qui peuvent arriver en IA. Merci, Julien. Il nous reste encore 2 questions. La prochaine vient de Dany Leduc de groupe Leduc. Comment s'assurer, hors de tout doute, si cela est possible, que l'IA demeurera sécuritaire et qu'elle ne mettra pas l'entreprise dépendante de son fonctionnement? Est-ce possible? C'est une excellente question. Moi, je suis un gars de TI, hein, puis la stabilité de l'écosystème de la banque, c'est ma préoccupation à tous les jours. Cette question-là est très, très, très pertinente dans ce contexte-là. Encore une fois, la base qui s'applique en technologie va s'appliquer partout ailleurs en IA. Donc, si vous êtes un fermier, par exemple, puis que votre tracteur plante, ben, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez je sais pas, un tracteur de backup que vous pouvez utiliser, qui est peut-être votre ancien tracteur que vous utilisez quand le tracteur actuel ne fonctionne plus? Ben, c'est pareil sur mes systèmes technologiques. Si mon IA plante, qu'est-ce que j'ai dans mon modèle opérationnel pour prévoir une solution de remplacement en attendant que je sois capable de réparer ma solution qui ne fonctionne plus, de la remettre en ordre? Je vais devoir réfléchir aussi à ma performance opérationnelle. Aujourd'hui, à la banque, j'ai des engins conversationnels qui répondent aux questions simples de mes clients. Par exemple, j'ai perdu mon mot de passe, comment est-ce que je peux faire pour avoir un nouveau mot de passe? J'ai besoin d'un spécimen de chèque. Tout ça, aujourd'hui, à la banque, vous pouvez avoir des réponses par un chatbot qui est disponible. Vous allez sur le site web de la banque, vous avez une petite bulle en bas à droite, vous cliquez dessus, c'est le chatbot de la banque. Vous pouvez vous amuser à l'essayer si vous voulez. Il est disponible à tout le monde sur bnc.ca. Ce chatbot-là, il n'y a pas du tout le même niveau d'utilisation à 2 heures le matin qu'il y en a à 4 heures l'après-midi. Fait que je vais avoir une solution technologique que j'appelle élastique en arrière, où je vais avoir des serveurs qui vont automatiquement être provisionnés au fur et à mesure que j'ai une augmentation d'utilisation de mes chatbots au fil de ma journée, pour toujours garder le même niveau de service et que vous ayez des réponses, même si j'ai tout d'un coup 10 000 personnes qui posent des questions à mon chatbot en même temps. Donc, en gros, vous allez pouvoir gérer tous les risques qui viennent avec l'utilisation de l'IA dans vos processus d'affaires en ayant des solutions de backup comme ce que vous pourriez avoir ailleurs. Un deuxième tracteur, un troisième tracteur en fonction du niveau de service que vous voulez avoir. Vous assurer que ces solutions-là soient robustes et soient capables de durer le temps dont vous aurez besoin pendant que vous remettez votre solution en marche, en production.
et vous allez avoir besoin de solutions de monitoring pour suivre en temps réel la performance de votre solution et idéalement voir le plus proactivement possible quand est-ce qu'un enjeu est à veille de faire surface. Comme encore une fois sur le tracteur, bien, si vous voyez que vous avez des indicateurs qui s'allument sur votre dashboard comme dans votre voiture, bien, peut-être que c'est le temps de l'envoyer proactivement au garage pour le faire réparer, pour faire de la maintenance préventive avant que vous ayez un bris. La même logique va s'appliquer à vos solutions en intelligence artificielle. Ce n'est pas vraiment très différent de ce que vous avez avec d'autres technologies ou d'autres outils. Très clair, encore une fois. Julien, notre dernière question, on veut savoir ce que tu en penses. Pour Alexandre Daigle, effectivement, plomberie, chauffage, Alain Daigle, quand prévoir que l'intelligence artificielle va être démocratisée dans toutes les industries, selon toi, tu vois arriver ça quand? On est encore en sensibilisation présentement, fait quand ça va être démocratisé selon toi? OK. Ma perception aujourd'hui, c'est que l'IA est présente dans toutes les industries, mais elle n'est pas démocratisée. C'est-à-dire que peu importe l'industrie que vous allez regarder, vous allez être capable de trouver des cas où l'IA est utilisée, mais ça ne sera peut-être pas 95 ou 99 des entreprises qui vont l'utiliser. Peut-être que ça va être un 5, 10, 15, 20, 25 en fonction de l'industrie en question. Je vais vous donner un excellent exemple à ça. Parlons d'infrastructures physiques, donc des immeubles, par exemple. On pense très, très peu à l'IA pour la gestion de parcs immobiliers, mais il y a beaucoup de potentiel à utiliser l'IA. Justement, on parlait de bris de tracteur précédemment pour prévoir quand est-ce que la maintenance est nécessaire dans des immeubles, quand est-ce que vous allez avoir des problèmes avec votre plomberie. Aujourd'hui, la technologie existe pour avoir des senseurs dans des tours à bureaux, par exemple, et de prévoir quand est-ce qu'une maintenance préventive devrait être effectuée. Encore au niveau de tout ce qui est physique, pensez à tous les enjeux de changement climatique qu'on a aujourd'hui. Les objectifs que de plus en plus de compagnies se donnent de limiter les gaz à effet de serre, des fois d'avoir même un net zéro sur les gaz à effet de serre sur quelques années, d'ici 2030, d'ici 2035. Au niveau de la consommation énergétique, il y a énormément de potentiel à utiliser l'IA pour être en mesure d'optimiser notre consommation énergétique. Dans les hôpitaux, c'est possible aujourd'hui de détecter les niveaux de pression dans des salles d'opération, prédire quand est-ce qu'il pourrait avoir des enjeux, qui pourraient mettre la santé des patients à risque. Tout ça, c'est des technologies qui existent, mais qui ne sont peut-être pas utilisées partout aujourd'hui. C'est peut-être juste un 5 des membres de l'industrie, dans chacun des exemples que je vous ai donnés, qui l'utilisent, pleinement. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans toutes les industries à l'utiliser, mais je pense que la technologie est présente aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est beaucoup sur deux dimensions. Des fois, la technologie va coûter un peu trop cher à implémenter par rapport aux bénéfices qu'elle va apporter. Fait que pensez à l'exemple d'utiliser l'IA au niveau des senseurs sur des parcs immobiliers. Bien, ça fait bien du sens sur une tour à 30 étages au centre-ville de Montréal. Ça en fait pas mal moins dans un bungalow. Donc, tu sais, où est-ce qu'on décide de l'implanter puis à quelle échelle? Fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel vous allez avoir plus d'impact dans vos entreprises, c'est le niveau de confort des décideurs à associer la technologie aux bonnes stratégies puis aux bonnes opportunités d'affaires. Puis là-dessus, si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, bien, le premier coup de pouce à la démocratisation que vous pouvez faire vous appartient. C'est justement d'aller voir tous les accélérateurs, on s'en est parlé un petit peu plus tôt là, sur la question du financement, pour aller parler avec eux puis voir comment est-ce que vous pourriez augmenter le niveau de confort de votre entreprise, de vos décideurs avec où est-ce que c'est possible d'utiliser l'IA, c'est quoi la bonne façon de l'implanter. Donc, je pense que les premières étapes pour une plus grande démocratisation de l'IA nous appartiennent à chacun d'entre nous en entreprise pour en apprendre un petit peu plus sur la technologie, exploiter les ressources qui existent dans l'écosystème
et les mettre à profit pour en profiter pour aller chercher plus de succès avec nos entreprises. Fait en bref, la démocratisation, je pense qu'elle va commencer quand vous allez vous sentir outillé pour exploiter l'IA dans vos stratégies d'affaires. Et ça, les accélérateurs peuvent vous aider. Puis, si vous avez des questions là-dessus, puis qui vont au-delà, par exemple, des 10 dernières questions que Laurie m'a partagées dans les 30 dernières minutes, dans les 40 dernières minutes maintenant, écoutez, n'hésitez pas à, je sais pas moi, parler à nos banquiers, à la Banque nationale, demandez-leur de me référer à moi, par exemple. Ça va me faire plaisir d'avoir des conversations avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut vous outiller un petit peu plus pour vous aider à faire cette évolution-là si ça vous intéresse d'explorer le potentiel de l'IA dans vos processus d'affaires, dans vos stratégies d'affaires. Ça va être avec grand plaisir. Julien, merci vraiment pour tes généreuses réponses et surtout la clarté de l'information. C'était très, très clair. Merci beaucoup. Alors, Julien Cros, responsable des technologies en intelligence artificielle à la Banque nationale, merci d'avoir éclairci le sujet. Merci à la Banque nationale d'avoir collaboré et de s'être prêté au jeu encore une fois. En fait, j'invite ceux qui ont envie de poser des questions peut-être pas personnelle, là, mais plus en lien, plus concrète ou aller approfondir une question qui a été abordée pendant le webinaire à Julien, je vous invite à rester avec nous, puis on va prendre les questions en direct à l'instant. J'ai quelques questions dans le chat là, dont on pourrait faire le tour aussi, Julien, si tu veux bien. Fait que merci beaucoup. Ça va être avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Laurie. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Alors, si je vais dans le chat, je vais regarder les petites questions qu'on a. Est-ce qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu plus techniques? N'hésite pas à me dire. Je ne sais pas si toi, tu les vois aussi, là, mais n'hésite pas à peut-être référer à d'autres pour ce genre de questions-là. Il y a quelqu'un qui nous demande quelles sont les solutions IA que vous utilisez. Avez-vous développé vous-même vos solutions IA en open source avec des algorithmes? C'est plus technique, là. D'accord. Donc, la réponse, c'est oui. On développe nous-mêmes nos solutions IA. Mais on est une grosse entreprise. Notre core business, pour utiliser le terme anglais, notre focus d'affaires, c'est vraiment le bancaire, la gestion de risque. Donc, l'IA n'est pas nécessairement core business pour la Banque nationale. On n'est pas une organisation de services IA. Fait que ce qu'on va faire, si on prend les engins conversationnels, toute l'intégration a été faite à l'interne par les équipes de la banque. Oui, on a utilisé les technologies open source. Dans le cas des chatbots, c'est un framework qui s'appelle RASA. Excuse-moi, Julien, mais quand on dit open source, ça veut dire qu'ils sont accessibles à tous. Hein? C'est ça, ça veut dire que tout le monde peut. Exactement. C'est ça. Donc, ça veut dire que tout le monde peut aller utiliser ces solutions-là sans frais. Des fois, il va y avoir des frais de licence disponibles si vous voulez avoir un support entreprise à la solution. Mettons qu'il y a des briques, vous avez des questions, vous voulez avoir de l'aide. Mais si vous voulez l'utiliser par vous-même en exploration, vous avez accès à ça de façon gratuite. Donc, à la banque, on le fait pour les chatbots, on le fait pour des modèles de crédit, on le fait pour plusieurs autres modèles. Évidemment, on ne va pas développer à 100% la logique IA en arrière. Donc, mettons qu'on parle d'un algorithme d'apprentissage profond, qui est une des technologies IA qui existent. On ne va pas développer cet algorithme-là nous-mêmes. Par contre, on va prendre ce qui existe dans l'open source et on va l'intégrer à la banque, on va le configurer pour que ça réponde à nos besoins d'affaires. Donc, on va avoir des scientifiques de données qui vont travailler avec ces librairies-là pour les configurer pour nos besoins, pour que ça réponde à notre problématique d'affaires. On va avoir des développeurs logiciels qui vont s'occuper de toute l'intégration système de cette solution-là dans nos processus d'affaires. Puis, on va avoir des gens, des analystes, des gens de modèles opérationnels, de maintenance qui vont s'assurer que cette solution-là, une fois déployée, continue de performer au niveau où on en a besoin, de façon à s'assurer que l'IA continue à avoir un impact positif pour nous. Donc, oui, on a des équipes à l'interne, mais on est d'abord et avant tout des intégrateurs, beaucoup plus que des développeurs d'algorithmes IA. Merci, Julien. Il y avait une question similaire de Claude Gauthier là, qui parlait d'outils IA, tablette. Là, donc, je comprends que c'est un peu la même question. Il y a Francis Beaulieu qui nous demande, le 5G sera-t-il un game changer dans la démocratisation de l'intelligence artificielle? Puis si oui, comment? C'est une grosse question, celle-là. Il y a des chances que ce soit un game changer au niveau de tout ce qui est
pensez au métavers, vous en entendez de plus en plus parler, tout ce qui est réalité augmentée. Donc, bref, tout ce qui se repose sur du matériel technologique comme des téléphones mobiles, par exemple, qui se retrouvent en lien avec la localisation, les déplacements au travers, que ce soit des villes, peu importe les secteurs. Je pense que la 5G va avoir un impact transformateur là-dessus. Pourquoi? Parce que la 5G permet de traiter un beaucoup plus gros volume de données. Donc, entre autres, d'utiliser beaucoup plus de senseurs sur beaucoup plus de dimensions. Et donc, oui, ça va avoir un impact transformateur. Des exemples précis, c'est difficile pour moi d'en donner parce que ce n'est pas mon domaine d'affaires, d'expertise. En bancaire, le 5G à moyen terme a moins de chances d'avoir des impacts très, très gros que ce qu'il va peut-être avoir dans le commerce de détail, par exemple, ou en logistique. Mais oui, ça a des chances d'avoir un impact transformationnel. Attendez-vous pas à ce que ça se passe dans les 2-3 prochaines années, par exemple. Là, ça risque plutôt de se passer sur un horizon de 5 à 10 ans, ces grandes transformations-là. Merci, Julien. J'ai une question maintenant de Geneviève Labonté. Pour une PME manufacturière, l'équipe TI devrait être constituée de qui pour implanter l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Donc, je pense que l'escouade minimum dont vous aurez besoin, va avoir besoin d'un scientifique de données, d'un développeur logiciel, peut-être d'un ingénieur de données pour faire la préparation des pipelines de données, d'un analyste pour comprendre vos besoins d'affaires. Puis, ça peut être quelqu'un qui est simplement dans la ligne d'affaires. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec les clients au jour le jour et qui est suffisamment intéressé à la technologie pour prendre ce rôle-là dans le cadre de votre projet. Et ça va prendre évidemment quelqu'un qui est plus au niveau stratégique pour réfléchir à la stratégie d'affaires et s'assurer que l'expérience client bout en bout soit optimale. Donc, qu'on ne s'attaque pas au projet comme étant un trip technologique, mais vraiment qu'on s'attaque au projet comme étant un élément constructeur, une brique là, pour bâtir votre maison, qui est votre stratégie d'affaires, qui soit vraiment clé pour le succès de votre construction, de votre développement. Benoît Laurent, il y a quand même Laurent, pardon, il y a quand même une longue question. Puis elle est intéressante. Comment l'intelligence artificielle pourrait s'adapter aux contenus nouveaux, aux nouveaux produits à offrir pour la clientèle, alors que les données suggèrent un modèle linéaire? Il donne l'exemple des séries sur Netflix, le contenu sur YouTube ou la carte Inspire à la SAQ. Il dit, on dirait que l'IA vient conforter le client dans ses comportements de consommation sans permettre l'exploration ou voire l'innovation. Alors, y a-t-il un moyen d'éviter ce piège-là? C'est un des défauts de l'IA. Hein. L'IA, ça s'appelle l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas énormément d'intelligence. En fait, il n'y en a pas du tout dans de l'IA aujourd'hui. C'est vraiment de la reconnaissance de patterns et de la reproduction de patterns. Donc, l'IA apprend d'un historique de données que vous avez et fait de la projection à partir de cet historique-là de données pour essayer de construire une prédiction, une prescription qui va faire du sens. Et oui, c'est un gros défaut. Quand vous regardez, moi, je suis un grand fan du Japon, par exemple, puis si je suis sur Netflix puis que je regarde 3-4 films japonais ou 3-4 séries japonaises, c'est pas long que toutes mes recommandations, c'est des séries japonaises puis des films japonais, puis j'ai plus rien d'autre. Sur YouTube, si je regarde des vidéos de cuisine, c'est pas long que toutes mes recommandations, c'est des vidéos de cuisine qui suivent par la suite. Ça, c'est un défaut de l'IA, mais en même temps, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que on en revient à votre stratégie d'affaires puis à votre processus. L'IA ne devrait qu'être un morceau dans votre processus, dans votre stratégie d'affaires. Si en tant qu'organisation, mon choix d'affaires, c'est d'encourager le client à découvrir des nouvelles choses plutôt qu'à se réconforter dans son pattern historique, je dois prendre mes décisions. Oui, je peux les prendre à partir de l'IA pour avoir une compréhension du pattern de mon client, mais je vais devoir insérer d'autres choses que juste de l'IA à l'intérieur de ma prise de décision.
peut-être que je vais vouloir avoir, par exemple, si on parle de Netflix, un directeur créatif qui va connaître qui va avoir une bonne connaissance des séries qui sont intéressantes à découvrir pour les clients et qui plaisent à beaucoup de monde, puis qui va vouloir glisser certaines recommandations au travers des recommandations qui vont être faites par un algorithme IA pour générer de la diversité, de la nouveauté. Reposez-vous pas sur l'IA pour générer de la diversité ou faire découvrir des nouvelles choses à vos clients, à vos gens. Aujourd'hui, ce n'est pas une force de l'IA. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le devenir à l'avenir, mais ça veut dire que vous devez réfléchir à une stratégie d'affaires et comprendre où est-ce que l'IA fait du sens, puis où est-ce que vous devez peut-être utiliser autre chose que de l'IA de temps en temps pour atteindre vos objectifs d'affaires. Merci, Julien. Je vois pas d'autres questions qui n'ont pas été répondues pour le moment. Alors, je vais prendre, à moins qu'il en apparaisse une, je vais prendre les dernières secondes pour te remercier vraiment sincèrement. C'était très clair. Tu avais des super bonnes explications puis des exemples concrets. Alors, on te remercie au nom de tout le monde de t'être prêté au jeu. J'espère que tu as aimé ça. Ça m'a fait grand plaisir, Laurie. C'était une conversation qui était super intéressante de mon côté. C'était des très, très bonnes questions que vous avez posées, tant les 10 questions qui viennent de l'école que les questions qui ont été posées dans le chat par la suite. Puis, si certains d'entre vous sont intéressés à continuer les conversations, ben, je suis facile à trouver sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à rentrer en contact. Puis, ça va me faire très, très grand plaisir. Je suis toujours très intéressé à mieux comprendre aussi la réalité des petites et moyennes entreprises. C'est un peu plus loin de ce que je fais au jour le jour, mais c'est très, très intéressant pour nous à la Banque nationale. Plusieurs d'entre vous êtes de nos clients. Fait que si vous avez un intérêt à continuer ces conversations-là, rentrez en contact avec moi. Là, ça va me faire un très, très grand plaisir de continuer la conversation. Et Laurie, merci beaucoup pour l'invitation. C'était une conversation très, très, très enrichissante pour moi aussi, là, avec les très bonnes questions qui ont été posées. Merci, Julien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ben, ça va être quand même disponible en rediffusion. Fait que si vous voulez le partager parce que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas. Puis, Julien, ben, on se dit peut-être à la prochaine. Puis, merci encore à la Banque nationale, notre précieux collaborateur, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Laurie. À la prochaine. Bonne fin de journée, tout le monde.